et bienvenue sur Capital. Je suis actuellement au Louvre et plus précisément 5 ans après l'inauguration du département de l'art de l'islam en septembre 2012. Il est maintenant doté de plus de 14 000 objets ainsi que 3 500 œuvres complétées par le musée des arts décoratifs. Mais l'histoire de ce département est beaucoup plus ancien car c'est un projet porté depuis 1893 car une section des arts musulmans a été créée au Louvre. En 1905, une salle est dédiée à la collection islamique au département des arts. Cette collection s'agrandit considérablement sous l'impulsion de conservateurs tels que Gaston Migeon. En 1932, avec la création du Grand Louvre, il y a maintenant une permission d'agrandir et donc un espace d'exposition de plus de 1000 mètres carrés. L'art de l'islam devient alors un département à part entière, sous la direction de Henri Loyette, qui n'a pas couvert ce département mais bien fait doubler la fréquentation du Louvre en 2012, soit l'année de l'inauguration du département. Mais le département de l'art de l'islam a-t-il plus une portée politique que culturelle ? Bonjour tout le monde, nous sommes ici réunis pour parler de la nouvelle aile qui s'est créée au Louvre, qui s'appelle l'art de l'islam. Aujourd'hui, nous recevons Henri Laurette, ancien directeur du Louvre, qui a quitté ses fonctions en 2013. Bonjour monsieur, bonjour. Vous avez été présent lors de l'élaboration du projet. Quel enjeu culturel avez-vous souhaité mettre en place ? Alors avec l'ancien président Jacques Chirac, la portée était surtout sur la vocation universelle du Louvre, qui a un rayonnement mondial. Donc c'est pour se mettre au cœur de la diversité et du dialogue des cultures. Cette prestigieuse institution qui est le Louvre reçoit les arts de l'islam pour rappeler aux Français et au monde l'apport des civilisations de l'islam à notre culture. Donc cette collection qui va être présentée du monde de l'islam permet de balayer toute l'amplitude géographique parce qu'elle s'étale de l'Espagne à l'Inde, mais également chronologique, allant du 7e au 19e siècle. C'est comme ça que le Louvre rappelle à des millions de visiteurs venant du monde entier et également de la France l'apport essentiel des civilisations de l'islam. D'accord. Le nom l'art de l'islam au Louvre est un nom qui est très intéressant. Comme nous le savons, les religions ont beaucoup d'influence sur les cultures, principalement sur les arts. Cependant, réduire tous les arts du Moyen-Orient au nom l'art de l'islam est assez réducteur. C'est comme si nous caractérisions les œuvres européennes sous le nom l'art du christianisme. Oui, alors effectivement, ce nom a été très controversé, mais en créant ce département, Jacques Chirac et moi-même souhaitions conforter la vocation universelle du Louvre. Donc c'était vraiment montrer la face lumineuse de la civilisation islamique qui obéit à une volonté artistique, mais effectivement il y a un geste politique fort derrière ce département. Effectivement, ce projet véhiculait un contenu politique. Mais c'est une main tendue vers l'État puisque le Louvre est un grand musée d'État, un grand musée républicain et donc en associant l'art de l'islam, ça permet justement d'avoir une globalisation des cultures et de la civilisation. D'accord. Le Louvre, symbole de la France, ne chercherait-il pas à faire plaisir aux musulmans en présentant de la sorte un mélange de choses précieuses dont la jeunesse ne saurait pourtant être relié à une religion? Alors l'art de l'islam, ce n'est pas vraiment un art de religion. Certes, la religion islamique, elle a influencé les arts, comme le christianisme d'ailleurs, mais les pays de tradition islamique n'ont pas connu d'art de propagande tel qu'il a existé dans le catholicisme avec l'art gothique, l'art baroque, etc. Donc nous, on n'a pas voulu s'associer pour les musulmans de France et du monde entier, mais c'est vraiment pour montrer l'art d'une manière, qui vont être organisés d'une manière chronologique et qui construisent l'image d'une civilisation sur un espace immense et un temps très long qui englobe toute la diversité des peuples. Donc effectivement, ces peuples ne sont pas tous musulmans et c'est pour ça que toutes les œuvres ne sont pas islamiques, mais c'est pour regrouper un maximum de temps et d'art dans un seul département. Sans nous mentir, n'y a-t-il pas un aspect politique derrière la création de cette aile envers l'Arabie Saoudite et aussi envers votre mécénat principal qui est Total? Alors effectivement, le département des arts de l'islam a un geste politique fort, mais plutôt français.
je dirais, parce que c'est juste pour créer un lien plus étroit en fait avec le monde arabe. Donc le prince Al-Walid qui a subventionné ce projet, donc effectivement c'est une subvention qui représente plus de 50% du projet. Mais il est conscient également de l'importance des arts, de l'éducation et de la culture dans le dialogue et le rapprochement entre les peuples. Donc en fait, sa donation permet de contribuer et de resserrer les liens d'amitié unissant la France et l'Arabie Saoudite, effectivement. Mais en général, je dirais que c'est plus quand même un message de conviction dans la primauté du dialogue des cultures et pas uniquement pour régler les tensions entre la France et l'Arabie Saoudite, par exemple. D'accord. Merci pour ces informations et toutes les précisions que vous nous avez apportées. Cependant, je reste assez sceptique sur le nom l'art de l'islam. En effet, vous y présentez des œuvres qui, pour moi, n'ont aucun rapport avec l'islam, comme celle de Shahnameh de Fedorovski, poète iranien du Xe siècle, et qui, à travers ses œuvres, représentaient la mythologie et qui n'ont donc aucun rapport avec l'art de l'islam, mais qui ont une forte culture iranienne. D'autres œuvres subissent aussi le même sort et sont sous-catégorisées comme l'art de l'islam, alors que celles-ci peuvent dater d'une période qui est antérieure à l'apparition de l'islam dans certains pays. Pour moi, la création de cette œuvre catégorise bien un rapport complexe qu'a l'Occident envers l'islam, la religion, et principalement la France envers cette religion, avec des actions précédentes qui se sont faites dans des pays maghrébins, ou les nouvelles attaques terroristes qui peut y avoir eu lieu sur le territoire. Avec ce nom, le Louvre efface aussi toute civilisation antérieure qu'il y a eu avant l'islam. De plus, des pays comme l'Indonésie, le Liban ou le Maroc ne vivent pas la religion de l'islam de la même façon. Donc on ne peut pas mélanger toutes ces cultures entre elles. De plus, bien que les arts de l'islam sont perçus comme une universalisation des cultures, on est conscient des stratégies politiques qui sont liées autour de ce projet. En effet, le Louvre reflète la position culturelle et politique de la France au travers de ses décisions. De par son histoire, le Louvre détient une légitimité sur la scène internationale dans le monde artistique. Ainsi, sa réputation et son image en font un modèle pour tous les autres pays. Cependant, la création de ce département au sein d'un si grand complexe n'est-il pas seulement un moyen de redynamiser l'image figée du Louvre ? Dans un contexte de mondialisation et de crise identitaire, les pays doivent appréhender les relations internationales de manière différente et innovante, notamment d'un point de vue culturel. Le Louvre, par extension de la France, déploie une diplomatie telle que la religion de l'islam fait partie intégrante de l'identité nationale française. Il y a donc une revalorisation de l'image d'une religion dans un objectif politique qui vise à renforcer la cohésion sociale et favoriser un dialogue sur la scène internationale basé sur la coopération. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition spéciale. Bonne soirée à tous.